Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette info spéciale avec une figure de la scène politique ivoirienne et africaine, l'ancien chef rebelle, l'ancien Premier ministre et ancien président du Parlement ivoirien, aujourd'hui opposant farouche au régime d'Abidjan. Guillaume Soro sera avec nous par visioconférence sur le plateau. Mes consultants politiques, Siaka Koulibaly et Lionel Bilgo, encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette info. Nous avons donc depuis la France Guillaume Soro. Bonsoir, Monsieur Soro. Bonsoir, Monsieur Debré. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Première question, avez-vous le moral haut aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de vous? J'ai un moral de combattant. Un moral de combattant. Ok, d'accord. Alors, surtout avec la nouvelle libération de 4 détenus, hein, on l'a appris rien qu'hier, proche de vous? Oui, bien entendu, cette libération à compte-gouttes nous laisse un sentiment mitigé. Soit on libère les prisonniers politiques, et c'est ce que je souhaite, soit il y a un procès réel pour les réhabiliter. Mais tel que c'est fait, on a le sentiment que ce sont des otages qui sont libérés. Avez-vous des nouvelles des autres toujours en prison, le Bognon, Soultoussou, de vos frères? Je précise que il y a encore en prison un député, un président de parti. Le député, c'est Alain Lobon. Le président de parti, c'est Sébastien. Vous avez aussi un qui est mon directeur Paul, Suleiman Kone, et vous avez 2 jeunes frères de lait qui sont encore en prison. Et ça, ce sont les prisonniers du 23 décembre 2019. Mais vous savez que la répression a continué. Nous avons autour d'une 60aine de personnes, dont 5 femmes, qui ont eu pour tort et crime de vouloir manifester aux mains nues. Alors, on apprend que parmi ces personnes libérées, d'autres s'apprêteraient à rejoindre le RHDP. C'est un coup dur, non? Cette information, je ne l'ai pas encore, à moins que vous m'informiez. On apprend par exemple que M. Kanigui Mamadou Soro, président du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, serait proche du RHDP. Ah non, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Donc, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Bien au contraire, il m'a renouvelé son amitié. D'accord, on attendra de voir donc. Alors, on apprend aussi qu'il y a possible un report de la présidentielle. Vous serez pour ou contre ce report? Ma position est simple. Il ne peut pas avoir d'élection le 31 octobre 2020 pour des raisons très simples. Le Conseil constitutionnel s'est parjuré. La commission électorale indépendante n'a rien d'indépendant. Elle est à 100% RHDP. Dans ces conditions, ce n'est pas une élection, c'est une parodie d'élection. C'est pourquoi nous disons qu'il ne peut pas avoir d'élection le 31 octobre 2020 et qu'il faut, pour qu'il y ait cette élection, une nouvelle électorale. D'ailleurs, la Cour a demandé à plusieurs reprises que la Cour soit réformée. Ensuite, un nouveau conseil constitutionnel. Parce que celui-ci fait l'objet de haute trahison et nous n'en voulons pas. Autrement, vous ne faites pas confiance aux institutions de votre pays? Non. Les institutions de notre pays ont trahi le peuple. Comment pouvez-vous attendre
que le Conseil constitutionnel, chargé de dire loi et la loi, puisse valider la candidature de M. Ouattara. Alors que M. Ouattara, conformément à la Constitution, est interdit en candidature. Donc, en validant le seul candidat qui n'aurait pas dû être, le Conseil constitutionnel a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Vous-même, M. Guébré, c'est en 2015 au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel, je ne sais pas si c'est le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel du Burkina Faso avait validé la candidature de Blaise Compaoré et écarté tous les autres candidats, qu'auriez-vous dit? Le cas est similaire, à votre avis? Enfin, je veux dire que les faits sont là. De toute façon, le problème en Afrique et les guerres généralement partent des élections mal organisées. Ces dernières années, nous avons constaté que les justices corrompues dans nos pays créent des problèmes. Au Mali, le Conseil constitutionnel était en cause. En Côte d'Ivoire, j'affirme que le Conseil constitutionnel est en cause. La justice, la famille, la grande famille de la justice est en cause. Et c'est même honteux pour la Côte d'Ivoire. D'autant plus que les juridictions nationales donnent des verdicts qui sont cassés et contredits par des supra. Dans mon cas et dans le cas de la Cour africaine des droits de l'homme qui a donné tort à la justice ivoirienne. Alors, vous étiez président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous auriez pu donc opérer des réformes, non, par rapport à ces institutions? Vous savez, quand vous êtes dans un régime présidentialiste, dans notre cas, que peut faire l'Assemblée face à boulimique? C'est ça le problème. Donc, je pense que c'est le système politique qu'il faut revoir en Afrique. J'ai été au gouvernement, j'ai été président de l'Assemblée nationale du pays, j'ai visité plusieurs États en Afrique et c'est incontestable, les pays anglophones réussissent mieux en matière de démocratie que les pays francophones parce que nous avons dans les pays francophones des systèmes présidentiels qui ne sont rien d'autre, qui conservent les reliques de la monarchie. Parce que issu de la Constitution de 1958 française. Donc, c'est maintenant aux Africains de revoir leur système pour évoluer vers des systèmes qui permettent aux différents pouvoirs de s'équilibrer et d'assurer un état de droit et la démocratie. Alors, on constate une baisse apparente de la pression sur le pouvoir, une opposition déjà épuisée ou désespérée, même si on annonce une action d'envergure dans les jours à venir. Ah non, il n'y a pas de baisse de pression, parce qu'il ne faut pas vitesse et précipitation. L'opposition a voulu évoluer à pas. D'abord, il fallait nous unir. Cette union est sacrée de Bédier à M. Mamadou Koulibaly, en passant par Mme Simone Gbagbo. Nous sommes tous unanimes
pour dire qu'il faut unité d'action. Et c'est cette unité d'action que nous sommes en train de préparer. Cette unité d'action requiert qu'il y ait un comité de pilotage de la désobéissance civile, mot d'ordre, lancé par le président Henri Konan Bédié. Vous verrez que de façon méthodique et efficace, l'opposition agira. Parce qu'on se demande justement que vaut véritablement cette opposition ivoirienne face au pouvoir RHDP. Ben, écoutez, un peuple déterminé trace l'histoire de son pays. Et vous voyez, les Ivoiriens sont unanimes pour dire que M. Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont contre les présidences. D'ailleurs, le Burkina nous donne un exemple. C'est pourquoi je n'ai aucun que le peuple burkinabé. Action concertée de l'opposition pour stopper M. Ouattara. À l'époque, pour le cas du Burkina, vous n'étiez pas opposé. Opposé au Burkinabé à la présidence de Blaise Compaoré à l'époque. Non, à l'époque, vous le savez, mais dans Blaise Compaoré, ce ne nie pas. Mais ma posture était de dire que c'était au seul terrain burkinabé de décider. Maintenant, vous ne pouviez pas de ne pas être président Blaise Compaoré. C'est de la même aujourd'hui que le peuple doit décider. Et pour nous, c'est clair, Ouattara ne peut pas faire un mandat parce que la Constitution est claire. Il ne pouvait faire deux mandats. Et ces deux mandats vont partir. On regarde l'opposition ivoirienne de façon panoramique. Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'elle sera véritablement capable de s'unir pour mener une lutte dans la durée? Parce que là, on a l'impression qu'elle est un peu quand même pas homogène, que c'est une mayonnaise, une greffe qui ne prend pas forcément en termes d'union. On a vu par moments aussi certains contester votre participation à cette union. Je suis surpris. Parce que, contrairement, c'est mon appel d'action qui a été suivi. Mieux, c'est de Paris que j'ai lancé cet appel à l'union de l'opposition. Aussitôt, le président Bédié a marqué son accord, le parti de M. Laurent Gbagbo a marqué son accord, le parti de M. Mabry a marqué son accord, mais fait important, notable, significatif pour être relevé ici, c'est que M. Afin Guessan, dont la candidature avait été validée par le Conseil constitutionnel, a tout de même accepté de nous rejoindre dans la contestation pour ne pas cautionner la future de M. Ouattara. Donc, je peux vous assurer que l'opposition est unie, travaille de concert, et vous verrez les effets dans les jours à venir. D'accord. Afin Guessan a rejoint, mais pas Kakabe quand même. Hein, que dit de son attitude face à cette lutte de l'opposition? Vous savez, il y a des moments dans la vie où il faut décider. Je ne peux pas dire à de Kakabe, qui est un frère. Nous avons été fonctionnaires à l'université. Mais ce que je peux constater et indiquer, c'est que les 3/4 de la population ivoirienne sont d'accord avec. Je vous donne un simple exemple. En 2010, l'élection que
j'ai organisé avec la commission électorale indépendante, toute l'opposition était unie contre Gbagbo. Vous avez vu les résultats. Cela ne peut pas être autrement. 1 plus 1 égale toujours à 2. À moins que vous me disiez. Donc, en 2020, toute l'opposition est unie contre M. Ouattara. Comment ferait-il qu'il puisse battre cette opposition? C'est impossible. Impossible à votre avis. Vous dites qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire sans vous. Mais vous semblez sûr de vous, finalement. Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020 tant que les conditions préalables préjudicielles ne sont pas réunies. Et ces conditions, je les ai évoquées tout à l'heure. Nous voulons la dissolution du Conseil constitutionnel par jour, la dissolution de la Commission électorale indépendante. Donc, en somme, un nouveau processus électoral transparent, inclusif. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020. Vous avez suivi l'interview de Mme Simone Bako, vous avez suivi l'interview de M. Afin Kessan et Didier. Nous sommes tous unanimes. Il ne peut pas avoir d'élection. Ça ressemble plus à de la communication politique, non? Quel moyen de pression contre Abidjan? La rue, la rébellion, le putsch? Disons que c'est un peu trop fort. Mais ce que je veux dire, j'insiste là-dessus. Un peuple déterminé ne peut que faire reculer M. Ouattara. Est-ce qu'au Burkina, vous avez eu besoin d'un putsch ou d'un coup d'État ou d'une rébellion pour faire reculer ce Blaise Compaoré? Vous êtes journaliste burkinabé, vous connaissez bien la situation au Burkina en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens prendront les rues et M. Ouattara n'aura pas d'autre pas que de reculer. Apparemment aussi, le RHDP mobilise aussi une grande partie des Ivoiriens. Monsieur Gebré, jusqu'au dernier jour de Hitler, il mobilisait des foules en Allemagne. Voilà, c'est ça le problème. Tout dictateur a ses partisans. Ce n'est pas ce que je conteste. Monsieur Ouattara était en 2010 à l'apogée de sa gloire, mais il ne pesait que 32% en Côte d'Ivoire. 10 ans après, avec l'usure du temps et les mécontentements que sécrète l'exercice du pouvoir, indéniablement, M. Ouattara a régressé dans l'opinion. Aujourd'hui, en décidant de faire un troisième mandat, sa situation est coupée. Ce n'est pas seulement contesté, mais dans toute la situation ouest-africaine. Sa population qui l'a renversé, on connaît le contexte de la lutte, c'est assez différent, non, par rapport à la Côte d'Ivoire? Vous dites? Hitler, ce n'est pas sa population qui l'a renversé, c'est un contexte assez différent, non? Vous citez le cas d'Hitler. Certainement, mais ce que je dis, c'est que tout a ses partisans. D'accord. Jusqu'au dernier jour, Ibeka avait des partisans au Mali. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'opposition politique, les Ivoiriens sont contre le deuxième mandat et la présidence. Je vais vous prendre un exemple. Le président Félix Houphouët-Boigny était quasiment invisible en Côte d'Ivoire. Cela n'a pas empêché les Ivoiriens dans les rues en 1980, en 2000, il y avait un général, le général Key. Les Ivoiriens sont... Je vous dis, j'insiste,
En 2020, les Ivoiriens qui sont dans la rue ont reculé, monsieur. Vous comptez donc sur les Ivoiriens, mais aussi sur l'armée? Vous comptez aussi sur l'armée? Non, pas du tout. L'armée n'a pas sa partie. Nous sommes dans l'arène politique. D'ailleurs, les Ivoiriens ont eu une mauvaise expérience avec l'armée. Nous avons eu un général Guy Robert, qui était venu balayer la paix. Et il a trouvé ce qui est intéressant qu'il a voulu rester. Il a fallu encore l'attention des Ivoiriens qu'ils reculent. Aujourd'hui, nous sommes dans l'arène. Il ne tient qu'au seul souverain de Côte d'Ivoire de faire reculer. Monsieur Ouattara, vous me donnez l'occasion de lancer un appel aux populations de la sous-région ouest africaine, de Bamako à Dakar, de Ouaga, que je connais bien, à Conakry. Il faut que, unanimement, nous puissions dire non dans sa vie et que nous puissions battre les nouveaux candidats. Parce que faire changer la Constitution pour faire un troisième mandat, tripatouiller les constitutions pour demeurer au pouvoir, sont des coups d'État civils. Et nous n'en voulons pas. Vous n'en voulez pas. Avez-vous encore des soutiens dans l'armée ivoirienne? Je vous ai dit que depuis 2011, je suis dans l'arène politique. Je ne suis ni président de la République pour être chef suprême des armées. Je ne suis plus ministre de la Défense. Maintenant, je suis dans l'arène politique. Je n'ai pas de raison d'avoir des contacts avec l'armée. Que vous ne vous êtes pas opposé à la modification de cette constitution sur laquelle se base aujourd'hui Ouattara pour se représenter. Alors, voilà là où se trouve la duperie. La constitution votée en novembre 2016 n'a pas de problème. En ce qui concerne la limitation des mandats, c'est M. Ouattara qui a un problème. C'est une interprétation de Ouattara? La Constitution, justement, la Constitution est claire. C'est l'article 55. On ne peut pas demander. Ouattara lui-même me l'a confié en prix. Mieux, Ouattara, la monde entier, la Constitution pas faire un les vidéos sur. Alors, donc, c'est pas notre cause. C'est M. Ouattara de braquer pour faire un troisième. Et c'est ce qui est. Et c'est là, c'est notre combat. Et qu'en est-il de Bédié, justement? C'est un peu aussi cette même constitution qui devait empêcher Bédié de se présenter, qui est pourtant candidat et sa candidature a été validée. Non. Bédié n'a jamais fait 2 mandats. Voilà. Monsieur Bédié n'a jamais fait 2 mandats en Côte d'Ivoire. Il a pris la succession du président Félix Houphouët-Boigny en 1994. Il a été renversé. Ça ne fait pas 2 mandats. Donc, ceux qui essaient de tromper l'opinion nationale, l'opinion ouest-africaine, ont tort. M. Bédié a bel et bien le droit d'être candidat. D'ailleurs, M. Ouattara doit s'en prendre à lui-même. C'est lui qui a changé la Constitution en enlevant la clause de l'âge, en enlevant la clause de la santé. Il a pensé à lui-même, mais il n'avait pas vu
qu'il ouvrait la porte à la candidature de Bédié. Et piégé qui croyait prendre au piège les autres. Alors, aujourd'hui, cet appel à la désobéissance civile de l'opposition, est-ce vraiment impactant? Mais bien sûr, vous savez, quand Ouattara a déclaré qu'il allait, permettez-moi les Ivoiriens, de façon spontanée, c'était sporadique, spontané. Ce n'était pas la de l'opposition politique, c'était la société. Savez-vous, plus de 30 morts, et je trouve qu'on fait trop peu de cette situation. Je dis, ne pas confondre vitesse et excitation. Si nous voulons avoir un probant efficace, il nous faut de l'organisation et l'opposition est peu responsable. Pourquoi nous sommes en train de dire. D'accord. Vous dites, tout à l'heure, vous parlez justement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande à Abidjan justement de surseoir à l'exécution de votre condamnation et vous rétablit sur la liste électorale. Pareil aussi pour Gbagbo. Alors, mais on le sait, ça revient de façon permanente. Le non-respect des décisions des juridictions supranationales par nos États. Quelle analyse en faites-vous? Alors, c'est là que le bas blesse. Parce que nos chefs d'État sont soumis à la loi, à la justice. Or, certains se prennent pour des rois. Ils pensent que c'est eux la loi. Ils pensent que c'est eux le droit. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut que les choses changent. Alors, M. Ouattara, pour le cas que je connais le plus, on l'a vu, quand le peuple souverain malien s'est levé pour chasser le président Ibeka, on l'a vu se dresser et demander des sanctions au nom de la CEDEAO contre le Mali, alors que lui-même est rebelle face aux décisions de la Cour africaine et de l'Union africaine. Quelle contradiction. Alors, quel crédit accorder à un tel monsieur? Vous voulez que les peuples appliquent les décisions de la CEDEAO et vous-même, quand l'Union africaine, quand la justice africaine prend des décisions, vous vous rébellez. Alors, c'est pourquoi je dis qu'il faut que le peuple et que les peuples de la sous-région, nous puissions nous donner la main pour dire non à ces chefs d'État rebelles qui s'opposent à l'État des droits et à la démocratie. Oui, mais on le sait aussi que la Côte d'Ivoire, depuis le 29 avril, il y a aussi le Bénin, ont retiré à la Cour africaine la compétence justement d'être saisie directement par leurs citoyens et les ONG. Mais ça, c'est ridicule. Parce que je me demande qui conseille nos chefs d'État. Parce que bien que ce temps est retiré, il y a un préavis. C'est comme pour les syndicats. Quand vous voulez faire une grève, il y a un préavis. Donc, c'est la même chose pour la charte africaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je vous le dis, je vous informe peut-être, demeure compétente jusqu'en 2021. Et deuxièmement, elle demeure compétente devant tous les dossiers pendant devant elle. Donc, M. Ouattara, qu'il le veuille oui ou non, est obligé d'appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Peut-être aussi qu'il faudra une réforme de ces institutions judiciaires supranationales
pour que... Je suis totalement d'accord. La CEDEAO doit être réformée en profondeur. D'ailleurs, si je suis élu président de la République, je demanderai une réforme. Nous voulons maintenant une CEDEAO des peuples et non un club fermé de chefs d'État qui se soutiennent dans les forfaitures et dans les brimades. Nous voulons que la CEDEAO se démocratise. Et cela n'est possible que si dans chaque État, nous harmonisons sur les questions de l'état de droit et de la démocratie. Les chefs d'État sont élus par les peuples. Hein? Bien sûr, ce n'est pas ce que je conteste. Ce que je conteste, c'est que les mauvaises élections donnent de mauvais présidents. Voilà, donc vous pouvez avoir à la CEDEAO des chefs d'État mal élus. Et c'est M. Ouattara, le 31 octobre 2020, peut aller tout seul à une élection. Quel crédit accorder à une telle élection? Quelle légitimité pourra... Assurément, le peuple ne pourra pas donner de mandat. Et pourtant, il pourra se revendiquer, targuer, alléguer qu'il est président de la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO. Heureusement que le peuple ivoirien, que je connais, pour l'avoir étudié depuis 1990, stoppera M. Ouattara. L'attitude justement de la CEDEAO, très active hein, pour le cas malien et pour la Côte d'Ivoire justement, que peut-elle faire vraiment? Voilà, justement, je vous disais, le copinage au sein de la CEDEAO entre chefs d'État qui se soutiennent dans la forfaiture, quelquefois, malheureusement, fait que la CEDEAO est plombée. M. Ouattara nargue les Ivoiriens en affirmant qu'il est l'ami au chef d'État de la CEDEAO et que personne n'oserait venir l'interpeller. Et c'est ça qui est le problème. Mais je suis optimiste parce que le président Buhari du Nigeria l'a clairement dit. Il est contre les troisièmes mandats. Et il a même dit que tripatouiller les constitutions pour se maintenir au pouvoir, pour prolonger, allonger les mandats sont source de problèmes et de conflits. Donc, on sait que M. Buhari est contre le troisième mandat. On sait que le nouveau président de Bissau est contre le troisième mandat. Nous sommes fiers de voir que Youssoufou du Niger donc, est contre le troisième mandat. Bon, le président Roch Kaboré, je n'ai pas encore son point de vue sur le troisième mandat, mais je ne peux qu'imaginer qu'il soit contre le troisième mandat et qu'il soit contre ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Son ministre du Commerce était à l'investiture de Ouattara, le président Kaboré. Ah bon? Je ne suis pas informé, mais je trouverais ça fort dommage. Parce que M. Kaboré, c'est quelqu'un que nous respectons, qui a plusieurs fois et à maintes reprises son attachement à la démocratie. Et bon, maintenant que son parti, qui envoie un émissaire, cela ne relève pas du président de la République. Donc je continue à penser... C'est un ministre qui n'est pas du parti, en tout cas, mais qui était là-bas. On ne sait pas s'il était en son nom propre ou envoyé. Voilà. Je persiste à dire que le président du Faso que je connais, nous avons été ensemble présidents de l'Assemblée nationale. Nous avons été ensemble à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce monsieur que je connais ne peut pas accepter de troisième mandat en Côte d'Ivoire.
Et je sais qu'il est contre Ouattara pour son troisième mandat. Alors, pourquoi tenez-vous tant à gouverner la Côte d'Ivoire? Que reprochez-vous à la gouvernance Ouattara? D'abord, il faut dire que Ouattara ne peut pas être candidat puisque la Constitution l'interdit. Le fait de vouloir, malgré l'interdiction, se présenter est une insulte à l'intelligence des membres de ce parti et des Ivoiriens. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il ne peut pas dire que sans moi, la Côte d'Ivoire va carte de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas, quand il était président de la République, qu'est-ce que nous reprochons à la gouvernance? M. Ouattara, sur le projet de réconciliation, la preuve, de nombreux Ivoiriens sont forts. Moi-même, je suis un exemple. De nombreux Ivoiriens sont. Les Ivoiriens sont déchirés. OK? Donc, nous lui reprochons ça. Nous lui reprochons sa politique économique ultra-capitaliste qui a creusé un écart abyssal entre les classes, entre ceux qui sont de plus en plus riches et ceux qui sont de plus en plus pauvres. Quand vous ajoutez la corruption, vous comprendrez que nous ne sommes pas très heureux avec cette politique. Mais là où M. Ouattara a le plus échoué, c'est sa politique sociale. Aujourd'hui, quand on voit les phénomènes, j'imagine que vous avez entendu parler des microbes. Mais c'est justement que les Ivoiriens se sont appropriés. Et qu'en 10 ans, M. Ouattara n'a pas réussi à créer une classe moyenne capable de résorber. Mais vous en êtes comptable, non, M. Soro? Je vais vous donner des chiffres. Oui, avant de me disculper, je vais vous donner des chiffres. La Banque mondiale, et vous pouvez vérifier sur le site de la Banque mondiale, situe le taux de pauvreté de la Côte d'Ivoire entre 46 à 48% de la population. La BAD, la Banque africaine de développement, situe le taux de chômage entre 70 et 90% de la population active. L'OMS déclare la Côte d'Ivoire comme le premier pays où les populations se suicident. La Côte d'Ivoire est le troisième pays où la jeunesse est candidate. Oui, mais en même temps, vous ne parlez pas de ces données révisées de la Banque mondiale qui dit que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le pays africain de l'Ouest le plus riche. Ceci ne paraît pas exact. Je pense que c'est de la propagande. Ah bon? Vous pensez vraiment que la Côte d'Ivoire est plus riche? Le Nigeria est quasiment la première puissance économique de l'Afrique. Elle lutte la première place avec l'Afrique du Sud. Non, ne vous fiez pas aux propagandes. C'est nous qui vivons en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous vous dire ce qu'on vit? Moi, je suis allé dans le nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école. L'anacarde est à 50 francs. Mais aujourd'hui, par exemple, le prix du cacao est applaudi. Oui, le président de Tunisie, à quelques semaines de l'élection présidentielle, a fixé le prix du kilogramme à 1000 francs. Et quand il n'y a pas d'élection, le kilogramme à 500 francs, 100 francs. Donc, alors,
Nous n'allons pas nous laisser distraire par cette opération de charme. La réalité est que la situation est difficile en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a une grande diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Vous pouvez les interroger. Est-ce que vous voulez sortir donc de la comptabilité de cette gouvernance? Et pourtant, il n'y a pas très longtemps que vous êtes parti. Moi, je vais vous dire, j'ai été Premier ministre avec M. Ouattara autour de 10 mois. C'est tout. Donc, pas forcément donc, me rendre comptable, c'est un peu facile. J'ai été Premier ministre de Ouattara pour 10 mois. En 6 mois, j'ai essayé, en ma qualité de Premier ministre, de faire ce que je pouvais. Après, je suis allé à la présidence de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les partisans de M. Ouattara disaient que c'était un poste garage. Donc, je suis allé dans mon poste garage. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos assemblées nationales, dans les régimes présidentiels, ne sont que des boîtes aux lettres. D'autant plus que l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir vis-à-vis du gouvernement. Quand j'étais président de la... Certains ministres que nous confions à l'époque présentaient le programme, refusaient. Et l'Assemblée n'avait... Et pourtant, vous avez le pouvoir, non? Le pouvoir législatif, c'est un pouvoir important. Oui, vous savez bien qu'on peut contourner ce en gouvernant par... Et c'est en législation. Et c'est ce que M. a fait. Donc, je parle de la situation économique. Je ne veux pas Ouattara, parce que la situation, la conjoncture, non, je ne veux pas la... Mais je veux des chiffres. Alors, au niveau de l'investissement humain, la Côte d'Ivoire est 160 pays au plan mondial. Et 32, vous voyez que la Côte d'Ivoire est parmi les 10 premiers. Il n'y a pas de raison de festoyer pour cela. Alors, bien sûr que M. Ouattara a la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 9%. Mais de plus en plus, tous les économies sont quasiment équipés que le PIB n'est pas un critère fiable d'appréciation de la condition et du quotidien des citoyens. Alors, ils préfèrent qu'on parle du RNB, le revenu national brut. Et ce que Ouattara ne nous donne pas. Voilà. Mais, deux choses. D'abord, à l'époque, vous ne critiquez pas tout ce que vous dénoncez aujourd'hui. Il a fallu que vous partiez. Deuxièmement, vous contestez les chiffres de la Banque mondiale quand elle dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, vous utilisez d'autres chiffres de ces mêmes institutions aujourd'hui pour dénoncer la situation de la Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne la première question, selon laquelle je ne critiquais pas, je critiquais. Peut-être que j'étais peu audible. Parce que, bien que Premier ministre M. Ouattara, bien que président de l'Assemblée nationale, il m'est arrivé de prendre la parole et de dire clairement, mais vous savez très bien que je n'ai pas la langue de bois. J'étais encore président de l'Assemblée nationale quand je disais au président Ouattara
qu'il avait échoué à faire la réconciliation, quand je disais au président Ouattara, publiquement, mes discours sont là. Quand je disais au président Ouattara qu'il fallait libérer tous les prisonniers politiques. À l'époque, aucun de mes collaborateurs n'était en prison. Et me disant, je pensais prisonnier politique pro Gbagbo, de M. Laurent Gbagbo. Non, j'ai toujours essayé. Je vais vous donner un exemple. Quand M. Ouattara de faire une RHDP unifiée en excluant le pays, j'étais encore président de la Société quand je me suis levé pour dire au président Ouattara que je n'étais pas d'accord et qu'il s'il faisait le RHDP unifié, il allait plonger à tout la dans la guerre. Il fallait le faire, hein. Vous critiquez la gouvernance Ouattara, mais qu'avez-vous d'innovant à apporter aux Ivoiriens? Quelle offre politique? Alors, vous avez dit tout à l'heure que la Banque mondiale dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche de l'Afrique. Pourtant, je viens de dire que évaluer d'un pays, des citoyens, sur la base n'est pas concluant. Je répète, pour me faire bien comprendre. Baser la richesse, de la richesse des citoyens d'un pays sur le pays n'est pas viable. D'ailleurs, l'Irlande, qui pourtant le PIB le plus haut en 2015, 6% passant de leur PIB, ont constaté que leur population n'est pas riche. Parce que les plus grosses se sont installées à cause du le plus faible et font qui ne bénéficient pas aux États. C'est pourquoi les États ont décidé, et de plus en plus disent qu'il faut apprécier, regarder la richesse des citoyens, non pas sur la base du PIB, mais sur la revenu national qui est le RNP. C'est pourquoi je conteste le fait qu'on dit que la Côte d'Ivoire est le pays de la sous-région. Ce n'est pas vrai. D'accord, ok. Alors, une réconciliation est-elle encore possible entre vous et le président Ouattara? À quel prix? Je suis pour le dialogue et la réconciliation. D'ailleurs, dans mon programme, dans mon projet de société intitulé La Côte d'Ivoire réunie, la réconciliation est un axe essentiel de mon programme. Parce que tant que nous ne réussirons pas à faire la réconciliation en Côte d'Ivoire, par le pardon, tant que nous ne réussirons pas à mettre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire ensemble et à leur apporter la tranquillité, nous ne pourrons pas œuvrer au développement de notre pays. Donc la réconciliation est un axe important de mon projet de société et je n'ai pas de problème avec M. Ouattara en tant que personne. J'ai un problème avec le président sortant de la Côte d'Ivoire qui veut faire un coup d'État. Oui, mais monsieur... Il veut tripatouiller la Constitution. D'accord, monsieur Guillaume Soro, vous parlez tout à l'heure des peuples. Est-ce que vous êtes conscient que le peuple burkinabé
Vous en veux encore pour cette implication présumée dans le push manqué de 2015? Je suis désolé que le Burkina, pays que j'aime énormément, c'est un pays avec lequel j'attache. C'est un pays où j'ai été en exil. Évidemment, il y a eu des malentendus. Je pense que certains m'en veuillent. Mais je pense qu'ils doivent aussi comprendre que monsieur, peut-être qu'il critique dans les années 2000, qui s'est battu pour que les Burkinabés ne soient pas au nom de l'ivoirité. C'est ce monsieur qui a défendu la diaspora dans les campagnes, les plantations. Maintenant, je dis que c'est une implication dans le putsch du général Dengéré. Vous savez, à l'époque, je n'ai pas voulu faire de déclaration au nom du secret d'État. Mais M. Dengéré, au cours du procès, il a cité des noms qui n'étaient pas les miens. Il a dit, dans un état il y a eu les audios quand même. Des munitions, de l'argent, etc., au Burkina pour faire un... Et je peux vous dire, c'est important que le Burkinabé, que je m'explique avec les Burkinabés. Vous savez, si on veut ouvrir le chapitre de qui a fait quoi en Côte d'Ivoire et qui d'autre a fait quoi au Burkina, ce ne sera pas facile. Parce que les Ivoiriens considèrent que certains sont mixés dans leur... ont fait la rébellion. Donc, moi, je pense, vu l'entité, la proximité, la géographie et les liens que nous avons, il faut que ces deux frères dépassent les contingences conjoncturelles pour avancer. D'autant plus que moi, je suis prince de Yatenga. Je ne sais pas si vous êtes de Wayouya, mais moi je suis prince de Yatenga. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille à l'apaisement, à la réconciliation entre les deux peuples. D'accord. Oui. Monsieur Guillaume Soro, au stade où se trouve aujourd'hui le processus politique et électoral en Côte d'Ivoire, seriez-vous favorable à un accord politique qui permettrait à vous et à monsieur Laurent Gbagbo d'aller aux élections? Merci, ça c'est une très bonne question. Je voudrais, je ne sais pas, monsieur... Siaka Koulibaly. Ah, les Siaka Koulibaly, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Hein? Je ne sais pas si vous n'êtes pas ivoirien quelque part. Alors, vous ouvrez, vous enfoncez une porte ouverte. Parce que la justice africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déjà décidé cela. Il y a une décision de justice qui ordonne à la Côte d'Ivoire d'inscrire M. Laurent et Guillaume Soro sur la liste électorale. Deuxièmement, qui ordonne et fait injonction à la Côte d'Ivoire que ces deux personnes soient datés. Mais je tiens que dans
même si constitutionnel avait validé et validé la candidature de M. Ouattara, j'aurais recouru à l'élection. D'accord. Alors, pour terminer, hein, êtes-vous Chris Yapi, ce profil Facebook très renseigné sur le pouvoir d'Abidjan? Je n'ai pas compris. Êtes-vous Chris Yapi, ce profil Facebook très renseigné sur le pouvoir d'Abidjan? Mais vous savez, je suis toujours hilar quand on m'accuse d'être un avatar. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et vous croyez sérieusement que j'ai le temps, moi, d'aller écrire, de faire Chris Yapi? Et je suis surpris qu'il soit autant célèbre. Je n'ai rien à voir avec Yapi. D'accord. À quand le retour finalement? Je rentrerai dans mon exil n'est que momentané. Et j'attends la meilleure opportunité pour être avec tous les acteurs pour que nous puissions relancer un processus et participer à des élections démocratiques, transparentes et inclusives. Merci, Guillaume Soro. Merci pour ce temps d'antenne. Merci, M. Guillaume Soro. Nous sommes en fin d'entretien. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais conclure mon propos en disant que nul n'est au-dessus de la loi, même pas le président de la République. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour dire au président Ouattara, qui lui a tant souffert de nous. D'ailleurs, on disait qu'il n'est pas ivoirien, il a été écarté de l'élection aux nationalités douteuses, moralité douteuse, et vous savez très bien que l'homme de gauche que je suis n'a jamais accepté cette discrimination. Je me suis battu et j'y ai consacré les précieuses années de ma jeunesse pour me battre pour que Alassane soit réintégré dans le jeu. C'est pourquoi aujourd'hui je suis triste de constater que celui qui a été exclu, pour lequel nous avons donné notre vie, c'est lui aujourd'hui qui soit en pleurs des Ivoiriens de l'élection, moi-même. Ceci dit, en ce qui me concerne, je pense, je souhaite que M. Ouattara, qui a quand même eu 10 ans de président, se retire pour permettre à la Côte d'Ivoire et au peuple seul souverain de Côte d'Ivoire de se choisir ses nouveaux dirigeants. En ce qui me concerne, si je suis élu président de la République, et je sais que je serai élu président de la République grâce au peuple de Côte d'Ivoire et à Dieu, je me propose de lancer par la diplomatie des relations modernes, des relations apaisées, des relations constructives avec le Burkina Faso particulièrement et avec les États de la sous-région ouest africaine. Je vous remercie. Merci encore, Guillaume Soro. Merci. Alors, on vient de le suivre, hein, le président de Génération et Peuple Solidaire, Lionel Bilgo. Comment vous l'avez trouvé, Guillaume Soro? Serein ou quand même
préoccupé par son sort? Non, c'est un monsieur qui a eu une sérénité déconcertante. Depuis le début, il appuie sur ses mots, il a une confiance en lui. Et d'ailleurs, on se pose la question sur quoi ça se base. Guillaume Soro, c'est tout le secret et le mystère de Guillaume Soro, qui assène des injonctions depuis Paris et qui influe sur le cours de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire depuis son exil. C'est une force incomparable par rapport aux forces existantes sur le territoire ivoirien. On sent qu'il mène la danse, qu'il bat la mesure et qu'il a une espèce de, j'allais dire, de certitude sur ses propos et surtout une espèce de divination sur ce qui va se passer et arriver. Quand il dit, par exemple, qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, il l'avait dit lors d'une sortie, une conférence de presse, effectivement, on sent le doute planer en Côte d'Ivoire sur ces élections-là et on sent le réveil, justement, de certains pays frères de la Côte d'Ivoire qui commencent à mettre une pression sérieuse sur le pouvoir ivoirien. Des opposants ivoiriens, il semble finalement être celui-là qui a un réseau assez important et influent quand même et qui le met au service de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. Oui, ce réseau, il l'a construit du fait de l'homme d'État qu'il a été. Il ne faut pas oublier aussi les postes qu'il a pu occuper et surtout, passer de la rébellion en homme d'État, ça vous offre un réseau incommensurable. Quand on sait que cette rébellion ivoirienne a eu des soutiens extérieurs et pas des moindres, donc le carnet d'adresses existe toujours, Guillaume Soro fait jouer ses réseaux, il fait jouer ses domaines de pression et il apporte cela sur le compte et le bénéfice de l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire. Siaka Coulibaly, finalement, l'homme qui fait plus peur au pouvoir d'Abidjan que Bédié et Gbagbo? Oui, c'est bien ça. Effectivement, je pense que la communication offensive que Guillaume Soro a entrepris depuis un certain temps a quand même beaucoup d'impact sur le citoyen ivoirien et sur la classe politique ivoirienne. Et ça, on le comprend très bien. Il fait partie de cette catégorie d'acteurs, comme il a dit lui-même, de gauche, qui sont très outillés pour l'action directe et permanente, ce qui n'est pas tout à fait le cas des acteurs politiques des partis de droite comme le PDCI, qui sont plus rompus à la politique politicienne. Donc c'est tout à fait normal qu'un ancien dirigeant d'organisation estudiantine soit aussi vif et agressif, même communicationnellement parlant, sur la situation politique. Je peux même poursuivre pour dire que ce que je considère comme une faiblesse pour Guillaume Soro aujourd'hui, c'est le fait qu'il soit lui-même en première ligne dans la communication, à ce stade-là, où on aurait dû avoir plus d'activistes de son camp, qui seraient, disons, plus présents sur ces réseaux-là, et que lui se réserve un rôle de communication stratégique. Est-ce que ce n'est pas parce que sa voix porte mieux et qu'on est à une période quand même charnière? Oui, je ne le critique pas, je constate qu'il a cette faiblesse-là, d'être obligé lui-même d'aller au charbon en réalité. Donc il aurait dû avoir 4-5 personnes qui, sur plusieurs fronts de ce genre-là, seraient là, tandis que lui, vu le niveau qu'il a déjà atteint en politique, rester dans la posture d'homme d'État, vous pensez qu'à trop communiquer, ça lui enlève quelque chose à ce niveau? En fait, je pense que ça le fait descendre un peu à un niveau d'activisme politique. Or, aujourd'hui, il cherche les destinées de l'État ivoirien, donc ce qui lui conférerait une communication un peu plus stratégique, un peu plus en retrait, parce qu'à force d'être sur le terrain comme ça, il touche un certain nombre de sujets et qui forcément, au détour donc des situations historiques, pourraient encore revenir sur lui. Quand il est obligé de parler de la CEDEAO, il est obligé de parler du Mali, il est obligé de parler du Burkina Faso, etc., etc. Moi, personnellement, je pense que ce sont des sujets qu'il aurait peut-être pu déléguer à d'autres gens de son camp. Et il est obligé, non, Lionel, de porter ce leadership-là pour l'opposition ivoirienne? Oui, moi je pense que c'est pas plus mal en fait qu'il le porte, contrairement à Siaka Coulibaly, parce que effectivement, à ce stade-là, il porte aussi la lourde responsabilité
d'avoir justement un appareil judiciaire mis en branle contre lui. Donc il joue sa survie et politique, mais même sa survie physique. Par ailleurs, remarquez dans sa stratégie qu'il a commencé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire à parler d'abord aux Ivoiriens. Et là, Guillaume Soro est en train de saisir un peu, si vous voulez, la fougue de la jeunesse africaine, parce qu'il est en train de... il parle au nom d'une génération. Il parle au nom d'une génération et il interpelle toutes les Afriques, donc les pays africains, à ne pas être observateur de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et il prévient même en disant que si ça peut se passer en Côte d'Ivoire, si Alassane Ouattara passe cet obstacle-là, eh ben on ne viendra pas demain interdire ou demander à un autre président de ne pas le faire. Donc vous voyez, il est en train d'aller sur une autre dimension pour attirer encore davantage de sympathie, sachant justement que ce qu'il est en train de défendre est une question que la jeunesse africaine en général porte en ce moment. Alors, on va clore sur ce sujet de la Côte d'Ivoire pour revenir sur le Burkina Faso où nous allons aussi vers les élections. C'est pour le 22 novembre prochain. Du spectacle de toutes les couleurs, on l'a vu au niveau donc de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Vous êtes là, moto, cavalerie, pour accompagner les candidats justement au dépôt de candidature. C'est ouvert cette semaine et puis effectivement toute cette semaine, les candidatures, donc ceux qui souhaitent participer aux élections à la présidentielle du 22 novembre sont passés tour à tour au niveau de la Commission électorale nationale indépendante pour déposer leur dossier avec des débats que cela suscite. Il y a notamment Lionel Bilgo, on l'a vu cette semaine, le débat, avec notamment le premier jour, ce candidat, Issa Savadogo, qui est venu sans caution ni parrainage, mais qui pense qu'il a le droit de participer à l'élection présidentielle en tant que citoyen, parce que la Constitution lui permet, justement. C'est une belle action qu'il a faite là pour se faire entendre, parce qu'on se rend compte également que cette orchestration du dépôt des candidatures est aussi un moyen de plaider pour certains. Et donc là, on entend une voix à prendre en compte dans cette revendication-là par rapport à cette caution-là. Effectivement, la caution écarte d'office ceux qui ont l'ambition sans avoir les moyens de leur ambition. Et c'est clair que c'est une discrimination. Et on peut dire que pour une présidentielle, c'est peut-être une discrimination choisie, voulue et assumée par la CENI, mais aussi par le code électoral burkinabé qui veut justement que les candidats répondent à un certain nombre de critères. Même dans la vie courante, remarquez, pour un poste, un recrutement à la fonction publique, il y a des critères. On va toujours dire, ayez tel diplôme, c'est toujours sélectif. Et là encore, pour diriger le Burkina, on a besoin, au moins, sur le tamis des candidatures, avoir certaines personnes qui répondent à un certain nombre de critères. Et ces critères-là, on peut les discuter. Et c'est là que c'est intéressant et que je félicite justement ce débat-là qui est ouvert. Est-ce que 25 millions, c'est pas trop? Est-ce que c'est peu, etc. C'est dans les débats, dans la discussion que l'on va arriver à améliorer nos textes. Oui, Siaka Coulibaly, la caution 25 millions qui fait débat, qui est vue comme anticonstitutionnelle. C'est un obstacle qui est fait à des personnes qui souhaiteraient se présenter au suffrage de leurs concitoyens. Personnellement, je suis opposé à toute forme de contrainte que la loi poserait alors que la Constitution donne déjà des droits généraux aux citoyens. Et d'une manière générale, notre Constitution, vous voyez qu'il y a des formes de normes qui sont inscrites où on donne le principe du droit et on réduit en quelque sorte en disant la loi précisera les conditions dans lesquelles on va jouir de ces droits-là. Et c'est dans justement cette loi qu'on met des obstacles et qui finissent par restreindre la jouissance du droit qui est octroyé par la Constitution. Donc, de toute façon, c'est des positions que j'ai depuis longtemps. Je suis encore plus opposé au parrainage, que je considère comme une restriction supplémentaire qui est faite à ceux qui voudraient solliciter le suffrage de leurs citoyens. Qui sait, peut-être que parmi les gens qui n'ont ni les 25 millions, ni les parrainages, il y a des compétences. Ce que le peuple voudrait bien. Donc, en ce moment, on est en train de fermer la porte et la classe politique se réserve un jeu à elle seule. Or, on voit bien qu'on est en train de tourner en rond depuis un certain temps. Cette classe politique-là
au-delà de rechercher le pouvoir toujours, ne fait pas suffisamment pour que le pays sorte de l'ornière où il se trouve à l'heure actuelle. On n'est pas obligé d'avoir la présidence du Faso pour pouvoir faire des propositions qui permettent au peuple de s'en sortir. Donc on ne le voit pas, mais on met des barrières toujours pour que ceux qui ne sont pas du sérail ne puissent pas accéder. Et pour moi, il faudrait réouvrir le débat, une fois les choses calmées, pour qu'on voit comment on remet la situation à plat. Oui, Lionel, des partis qui se sentent obligés de faire la cour aux partis parlementaires qui ont des élus, parce qu'il y a parmi ces candidats des personnes qui, soit l'appareil politique est trop jeune, donc n'ont pas d'élus, ou alors qui viennent en indépendant. Et là, ça pose véritablement un problème. Oui, ça pose un problème, mais même ça crée en fait les conditions d'une espèce de corruption électorale, presque, parce que on a appris que certains conseillers, en tout cas, vendraient leur signature ou leur parrainage au plus offrant. Et là, c'est difficile quand on veut justement diriger un pays et qu'on doit tomber justement dans cette soupe un peu salace-là, avant de pouvoir accéder à ce poste qui nous permet de mettre notre savoir-faire, notre expertise au service de la nation. C'est très difficile. Et encore, ça bloque aussi la mise en valeur de certains talents, de certains qui sont aimés dans leur localité, dans leur environnement, dans leur quartier, mais qui n'arrivent pas et qui se disent qu'ils ne pourront jamais avoir ce nombre de parrainages-là. Moi, je pense qu'il faut des règles, effectivement, il faut des critères pour déterminer qui peut être candidat au Burkina Faso, tout comme on met des critères pour recruter les directeurs généraux. Il y a certains appels d'offres où on ne participe pas parce qu'on sait qu'on n'a pas les compétences ou les qualités. Et l'élection présidentielle ou encore le fait de vouloir être à l'Assemblée nationale demande une certaine compétence, demande aussi d'avoir une certaine posture. Et pour ça, il faut des critères. Mais est-ce que ces critères-là doivent être assujettis à des fonctionnalités matérielles, ou est-ce que ce sont des critères, en fait, tout simplement, des critères d'aspect d'intégrité, de bonne morale, etc. Parce que là, on parle de vouloir aussi écarter des candidats plaisantés, entre griffes. Il y a aussi la question de l'âge, hein. On a vu cette semaine aussi ce jeune inventeur, ce jeune dynamique, compétent, Silver Salga, 29 ans, qui aussi est allé déposer sa candidature. Oui, et puis qui est sanctionné du fait de l'âge minimum en fait au Burkina. Je pense que c'est 35 ans et le plafond est à 75 ans, je crois. Mais ici encore, pour la question de l'âge, là encore il faut discuter. Au Nigeria en 2018, on a vu lors des élections une vague de jeunes s'engouffrer dans la candidature avec un désir fervent de servir leur pays parce que tout simplement, Buhari avait voté une loi qui réduisait l'âge à l'élection. Donc ils étaient à 45 ans, ils sont revenus à 35 ans pour la présidentielle et 25 ans pour l'Assemblée nationale. Et on a vu des millions de jeunes aller à l'élection, se présenter pour servir leur pays. 180 millions d'habitants, dont plus de la moitié ont moins de 30 ans au Nigeria. Et donc ça veut dire que est-ce qu'on ne doit pas prendre l'historique et dire qu'on revoit l'âge pour tenir compte du plus jeune ayant occupé cette fonction-là et qui n'a peut-être pas démérité à l'époque? La question de l'âge, c'est quoi? Oui, c'est pareil. Je pense qu'il est vrai qu'on accorde que l'individu a besoin d'une certaine maturité, une certaine connaissance des dossiers pour pouvoir assurer efficacement la gestion et la conduite. Est-ce que la maturité est liée à l'âge? C'est toute la question. Oui, mais il faut du temps quand même pour construire cette maturité. C'est pour ça que la majorité civile même, elle est fixée. Même pour se marier, on estime que quelqu'un d'un certain âge ne peut pas apprécier toute la portée de ce que c'est que le mariage. De même, les fonctions publiques, politiques également, relèvent de cela. Mais je suis pour que effectivement, ces limitations soient minimalistes et que on ne contraigne pas des gens qui atteignent cette capacité à servir leur pays, d'attendre des délais exponentiels comme ceux que nous avons ici. Mais il y a un minimum qu'il faut mettre. Même pour le vote aussi, il y a un minimum qu'il faut. Mais il faudrait revoir et puis tout ça pour qu'on puisse permettre le renouvellement générationnel. Et étant donné la structure d'âge de la population, il est nécessaire d'en tenir compte pour que ceux qui relèvent d'une catégorie
puissent décider aussi pour leurs concitoyens. Je complète pour dire que Thomas Sankara aurait été, cette loi aurait été en vigueur en 83, 82, ou encore au lendemain des indépendances. Ni Maurice Yamuego, ni Thomas Sankara n'auraient pu être candidats parce qu'ils avaient 34 ans au moment d'accéder, Thomas Sankara, au moment d'accéder au pouvoir, et Maurice Yamuego, 22 ans. C'est pour dire que la maturité, en fait, n'est pas liée forcément à l'âge, et que nous devons justement intégrer la jeunesse dans les discussions pour prendre les bonnes mesures afin de permettre de ne pas perdre, en fait, des compétences. C'est surtout là le drame. Il est vrai qu'il faut écarter des farfelus, mais faisons attention pour ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Il y a tout ce folklore, tout ce spectacle autour de ces dépôts de candidature. Chaque candidat, à sa manière, est venu avec voilà, son originalité. Mais on a vu que c'était vraiment du spectacle. C'est un spectacle... Pour annoncer déjà les couleurs ou... Oui, moi je pense que c'est un spectacle assez amusant, mais apprécié. Moi, j'apprécie. Et si vraiment, à la fin des élections, on peut avoir cette ambiance de jovialité, malgré quand même qu'il y aura des perdants, eh ben, c'est notre démocratie qui gagnerait. Et moi, je pense qu'il faut même d'abord essayer de voir comment on peut pérenniser cette manière spectaculaire, cette manière... typiquement burkinabé, d'aller déposer sa candidature et faire en sorte justement que cette ferveur résiste et qu'on ne tombe pas dans des violences après l'élection. Ça, c'est cette manière de faire présage d'une bonne gaieté, d'une joie d'aller à des élections présidentielles et j'espère qu'on aura cette gaieté, cette joie-là, malgré l'échec de certains à la fin des élections. Tout ce spectacle-là, quand même. Oui. Et ça montre à la aussi... limite, c'est comme si nos partis sont plus préoccupés par la question de la mobilisation des foules. Mais bien sûr. Et ça montre également la capacité de chaque acteur. Vous avez vu certains venir comme celui dont vous avez parlé, Issa Savadogo, sur sa motocyclette, déposer son dossier, il est parti de la même manière. Donc il ne s'est pas encombré donc, de tout cela. Mais les partis veulent démontrer qu'ils ont aussi tout cet appareil qui peut déjà... sauf que quand on regarde bien ces actions, relèvent déjà de la campagne. Or, on est déjà pour rechercher, ne pas rechercher, disons, les campagnes déguisées. Or, c'est déjà de la campagne qui s'est réalisée. Et ça montre également, quand on fait le point, sur les 23, quels sont ceux qui disposent d'un appareil pour à la fois mobiliser de l'argent et aussi faire de l'animation au moment du dépôt. Oui. Pour terminer, Lionel, il y a aussi de plus en plus cette nouvelle tendance, ces mouvements qui se disent apartisans, c'est-à-dire pas des appareils politiques, purement politiques, mais des regroupements de personnes qui soutiennent un candidat. On l'a vu cette semaine avec notamment Roch Label, avec le ministre Aruna Kabouré par exemple, mais il y a bien d'autres candidats aussi qui bénéficient de ces types de soutien. Non, mais moi, c'est une espèce d'hypocrisie. Hein. Suivant votre phrase, vous dites on est apartisan, mais on soutient. Donc, à partir du moment où on est apartisan, c'est qu'on ne soutient personne. Ici, on soutient quelqu'un, c'est qu'on a déjà pris parti. Donc, il faut que ceux qui font ça s'affichent ouvertement et assument leur choix. Par ailleurs, la question du label de mémoire d'homme, hein, je ne suis pas trop âgé, mais du fait que depuis mon exemple, j'ai jamais vu labelliser un être humain. Donc ça, c'est une première. Maintenant, ça montre aussi, quand vous voyez la sortie du ministre Aruna Kabouré, la sortie même du ministre Sango, vous voyez des gens qui ne sont pas de l'appareil du MPP, mais qui assument et qui agissent et qui affichent clairement leur choix pour le président, tandis qu'il y a certains responsables estampillés MPP qui, en réalité, sont silencieux ou parfois même c'est comme s'ils avaient une gêne à défendre ou à assumer en fait leur appartenance pour la défense du président Roch Marc Christian Kabouré. Donc ces gens-là, par exemple, sont parfois critiqués de l'intérieur de l'appareil politique du MPP, alors que voilà, c'est eux qui assument et qui portent sans se débiner la responsabilité du bilan du président Roch Marc Christian Kabouré, qu'ils défendent d'ailleurs contre vents et marées. Ça pose encore le problème de ces organisations de la société civile qui soutiennent justement des candidats. Oui, ça pose un réel problème, mais plutôt un problème d'éthique, hein, si on veut parler de la société civile, parce qu'elle est supposée jouer un rôle de protection des valeurs, un rôle de protection des droits humains universels, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans une situation doivent recevoir le même traitement, et la société civile est précisément destinée à cela. C'est là où, lorsque on voit certains acteurs de la société civile s'investir dans des actions partisanes
ou de soutien à une action partisane, ça pose le problème après coup de sa crédibilité en tant que participant à une action considérée comme neutre, considérée comme impartiale vis-à-vis de tous les autres. Et ça, ce problème, il est récurrent au Burkina Faso. Avant le 2014, on avait une situation qu'on a recherché à régler en mettant en place la candidature indépendante qui permettait des listes d'acteurs qui ne relèvent pas de partis politiques. Et aujourd'hui, la collusion entre les acteurs politiques et certaines OSC a été plus renforcée à partir de 2015, par exemple, et elle n'a pas du tout évolué positivement. Là, ça pose un problème institutionnel parce que, au fond, à un moment où on aura besoin d'acteurs intermédiaires pour assurer certaines fonctions qui le demandent, on prend par exemple le cas du président de la CENI, qui est supposé être neutre entre l'opposition et la majorité et diriger et gérer les élections de façon impartiale. S'il arrivait que toute la société civile se positionne soit pour la majorité, soit pour l'opposition, on arriverait à un moment où on n'aura pas ces acteurs neutres-là pour assumer certaines fonctions. Il y a la CENI, mais il y a d'autres aussi où on aurait besoin de ça. Donc il est important de sauvegarder la mission sociétale de la société civile, celle qui lui permet donc de veiller sur les valeurs, tandis que les autres veillent sur leurs intérêts. D'ailleurs, les hommes politiques sont conscients du danger, justement, de ce glissement de terrain entre OSC et appareils politiques. On ne saurait même pas différencier certains OSC de certains partis politiques, parce qu'ils l'ont réitéré lors du dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Le point 5 ou le point 4, en fait, concernait justement de revoir l'organisation des OSC. Parce que toute la classe politique, unanimement, avait compris que beaucoup d'appareils politiques s'étaient servis justement du sigle OSC pour aller défendre des luttes purement et simplement politiques. Merci. Ça sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur BFE. Bonsoir.